Alors bonjour, bienvenue à cette troisième capsule sur le chapitre 1, donc qui fait partie du module 1. Dans cette capsule, on va regarder un premier sujet qui parfois cause des problèmes à certaines personnes, surtout qu'il y a un petit peu plus de mathématiques. Donc on commence à rentrer dans des mathématiques du cours. Une des choses importantes en chimie, c'est qu'on travaille avec de la matière qui est composée de petites particules. Donc souvent, lorsqu'on va parler de ces petites particules-là, ils sont en très très grande quantité. Donc on va utiliser des mots particuliers euh, pour désigner une grosse quantité. Ce mot-là s'appelle la mole. Donc la mole, c'est un mot que vous allez entendre assez fréquemment. Ça veut dire, ça désigne une quantité plutôt très très grande. Puis le terme mol, c'est relié directement à ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro, qui est généralement noté grand N, grand A, mais en indice, donc vers le bas, ça veut dire le nombre d'Avogadro. C'est directement la quantité que représente une mole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va regarder les petites quantités, on utilise le terme mol, puis ça indique au fond que il y a 6,022 137, si on va être très précis. Généralement, vous allez entendre 6,022. Il y a pas mal de chiffres déjà là-dedans. Ça, c'est x 10 à la 23. Donc, c'est énorme comme quantité. OK? Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de particules. Puis ça peut être un nombre qu'on peut utiliser pour des atomes, des molécules, des ions. Donc, c'est une quantité qu'on va utiliser lorsqu'on désigne une mole. Ça veut dire qu'on a 6,022 fois 10 à la 23 choses. OK? Donc, on pourrait l'utiliser pour autre chose que juste des petites particules, mais simplement, lorsqu'on parle d'objets fréquemment utilisés dans la vie courante, si on parlerait de une mole de, par exemple, petit pois, ben, il y en aurait une quantité énorme. Ça représenterait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits pois. OK? Une quantité qui est peut-être même au-delà de ce qu'on peut avoir réellement sur la Terre en même temps. OK? Donc, c'est un très gros chiffre. Sauf que pour les atomes, pour les molécules, pour les ions, qui sont des vraiment petites particules, une masse, ça représente pas tant de choses que ça. OK? Je vais vous en parler un petit peu plus en détail avec qu'est-ce que ça veut dire pour les différents éléments. Le terme mol, va essayer de vous euh, d'enlever un petit peu la connotation de ah c'est compliqué ça, mol, c'est un terme qui est trop complexe. Ben, je vais faire une référence avec des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on parle d'une douzaine, ok, ben on va dire par exemple va acheter 2 douzaines d'œufs. Ben, on sait qu'une douzaine c'est 12. Donc quand on dit 2 douzaines d'œufs, on sait que c'est 2 fois 12. Il va en avoir 24 au total. Même chose si je dis des caisses de bière. Que c'est des caisses de 24. Donc, je vais dire, ben, va me chercher euh, deux caisses et demie de caisses de 24. Ou il reste 2 caisses et demie de caisses de 24 de bière. Fait qu'on sait que, ok, ben, si je veux savoir il reste combien de bière, je vais faire 2,5, donc 2 caisses et demie. Donc 2,5 fois 24, parce que je sais que dans une caisse, il y a 24. Hein. Le mot caisse de 24, ça représente 24 bières. Donc, quand je vais faire le nombre de caisses de 24 fois qu'est-ce que caisse de 24 représente, ça me donne ma quantité d'objets que j'essaie de parler. Donc, la même chose est vraie lorsque je vais parler de mol. Donc, si je dis il y a une mole d'eau, ben, une mole d'eau, c'est qu'il y a une fois 6,022 fois 10 à la 23 molécules d'eau. Fait que si je dis qu'il y a 2 moles d'eau, ben il y a 2 fois 6,022 fois 10 à 23 molécules. Puis là, on peut le calculer. Okay? Donc, c'est ce genre de terme qu'on va utiliser. Parce que sinon, il faudrait toujours dire des gros chiffres.
qui sont pas mal dans les quantités de 6,022 x 10 à la 23. Puis ça commence à être difficile à pouvoir communiquer en tout le temps en parlant de gros chiffres. Fait qu'on s'est simplifié la vie. Fait qu'à la place, on dit, il y en a 1,5 mol. Ou il y en a 3 mol. Fait que c'est des chiffres un petit peu plus faciles à dire. On a simplifié un petit peu le tout, mais on comprend que c'est toujours 3 fois qu'est-ce qu'une mol représente. Alors, qu'est-ce qu'une mol représente en réalité lorsqu'on parle des éléments? Ben, vous avez quelques représentations ici. Vous allez voir que, quelque chose qui est gazeux, ça peut être quand même une grande quantité apparente, donc un grand volume. Donc ici, on a une mole d'hélium, on a une mole de cuivre. Donc vous voyez que c'est pas tant que ça. On a une mole de mercure, donc qui est un liquide à température de la pièce, qui était utilisé autrefois dans les thermomètres, les plus vraiment parce qu'on sait que le mercure est quand même assez dangereux. D'ailleurs, peut-être que vous allez en entendre parler, surtout pour tout ce qui est les poissons, parce que ça se retrouve dans l'eau puis ça s'accumule dans les êtres vivants. Et vous avez ici une mole de soufre. Évidemment, si vous regardez la mole de cuivre, mole de soufre, ça n'a pas l'air de représenter la même chose parce qu'ils n'ont pas la même masse. Ça, c'est le prochain sujet qu'on va discuter par la suite. Alors, quand on parle de une mole de quelque chose, par exemple une mole de molécule de CO2, ben, ça représente quoi? Ça représente, au fond, une grande quantité. Mais si je vais plus en détail, mettons que je dis, OK, quand j'ai une réaction, j'ai un atome de carbone, admettons, puis qui réagit avec un atome d'oxygène, O2, de molécule plutôt, d'oxygène. Quand les deux réagissent ensemble, ça va devenir C plus O2 pour faire, par exemple, molécule de CO2. Admettons pour une réaction fictive. Ben ça, si je prends vraiment un atome plus une molécule, ça me donne une molécule de CO2. Parce que j'ai un carbone plus deux oxygènes qui me donne du CO2. Maintenant, si je fais le même raisonnement avec une douzaine, ben si je prends 12 carbones, je prends 12 molécules de O2, ça va me donner 12 molécules de CO2. Fait que quand je dis une douzaine d'atomes de carbone plus une douzaine de molécules d'oxygène, de O2, me donne une douzaine de molécules de CO2. Jusque-là, j'imagine que vous me suivez. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux faire la même relation. Plutôt que de dire une douzaine, je peux dire une mole. Donc, je peux dire une mole de carbone plus une mole de molécules d'oxygène, de O2, me donne une mole de molécules de CO2. Donc, ça représente quoi? Ça représente 6,022 x 10 à la 23 pour le nombre d'atomes de carbone. Même chose pour le nombre d'atomes de molécules d'oxygène, de O2. Et le même nombre pour les molécules de CO2. Maintenant, si je vais en masse, ça ne représente pas la même chose, une mole de carbone, puis une mole d'oxygène, puis une mole de CO2. Ça représente des quantités différentes. Pourquoi? Parce que chaque élément a une masse différente. Et donc, si j'en prends une mole, je vais avoir évidemment une masse différente. Parce qu'un atome de carbone, ça ne pèse pas la même chose qu'un atome d'oxygène. Donc, au final, si je prends une mole, c'est sûr qu'une mole de carbone, c'est différent qu'une mole d'oxygène. En plus, ici, si j'ai deux oxygènes ensemble, ça va être encore plus différent. Pour ça, généralement, on va... là, si on parle du CO2, ici, du CO2, c'est monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, vous en voyez dans plusieurs types de produits qu'on peut boire, par exemple, hein, les boissons gazeuses, mais aussi, par exemple, dans le champagne. Dans le champagne, par contre, le CO2 est produit de façon naturelle et généralement n'est pas ajouté. Tandis que pour les boissons gazeuses, on va ajouter une pression de CO2 pour l'amener dans la solution. On va reparler un petit peu de comment ça peut se faire dans les prochains cours, dans les chapitres plus tard. Si on parle de la masse molaire, ici c'est noté grand M avec un petit m. Moi, ce que je préfère noter pour la
la masse molaire. Je vais essayer d'écrire à l'écran, là, des fois c'est un petit peu difficile, mais c'est un grand M. Essayez vraiment de faire un grand M, mais je mets pas juste un grand M, parce que un grand M c'est utilisé pour autre chose. Moi j'utilise deux grands M, un à côté de l'autre, pour masse molaire. Mais si vous préférez, vous avez le droit d'utiliser grand M avec un petit M à côté, c'est correct. Juste un grand M, le problème c'est que plus tard, vous allez voir que on va utiliser un grand M pour une concentration. Fait que ça se peut que ça commence à vous mélanger. Fait que c'est pour ça que moi j'utilise deux grands M, par exemple. Donc la masse molaire, ça représente la masse d'une mole de quelque chose. Donc ça représente la masse de 6,022 fois 10 à la 23, par exemple, atomes, ou molécules, ou ions, peu importe c'est quoi qu'on regarde. Donc, chaque atome, chaque élément a sa propre masse. Ces masses-là, vous allez les avoir dans le tableau périodique. Donc, le tableau périodique, je vais toujours vous en fournir un, parce que je ne veux pas que vous appreniez par cœur là, ces valeurs-là. Je vous en ai déposé un sur la page Moodle du cours pour justement vous aider un petit peu à savoir c'est quoi que je devrais utiliser comme tableau périodique, puis pour uniformiser un petit peu qu'est-ce qu'on utilise comme masse au travers de tous les exercices que vous allez faire. Donc, essayez d'utiliser ceux-là. Donc, ça devrait être, ça va être ça aussi que je vais vous fournir à l'examen. Donc, vous n'aurez pas à apporter ce tableau-là, mais utilisez-le pour, par exemple, vos exercices et autres. Donc, moi, je vous suggère de l'imprimer, puis de l'avoir toujours avec vous lorsque vous faites des exercices ou vous suivez le cours, parce que ça va être très, très utile. Donc, si je regarde dans le tableau périodique, par exemple, je vais voir que l'oxygène, il y a une masse de 15,999 grammes par mol. Dans votre tableau, vous allez voir que c'est arrondi à 16 parce que après, si on veut arrondir à la deuxième décimale, c'est-à-dire on veut s'arrêter à ce 9-là à la place, bien, vu que c'est suivi de 9, bien, ça arrondit à 1 de plus, qui arrondit à 1 de plus et qui donne 16. Même chose pour le carbone, 12,011. Dans votre tableau périodique, vous allez voir qu'on s'arrête encore une fois à la deuxième décimale. Donc, on s'arrête à 12,01. Ça va être suffisant pour le type d'exercice qu'on va faire. Donc ça, la masse molaire de chaque atome est directement donnée dans votre tableau périodique. Qu'est-ce qui arrive si vous vous retrouvez devant une molécule? Donc, une molécule, c'est un ensemble de plusieurs atomes ensemble. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit additionner les masses de chaque atome qui sont présents dans cette molécule-là. Puis, on doit le multiplier, la masse de chaque atome, par combien il y a de cet atome-là dans la molécule. Par exemple, j'ai l'éthanol. Donc, l'éthanol, c'est CH3, CH2OH. Dans cette molécule-là, j'ai 2 carbone. Donc, j'ai 2 carbone, 2C. J'ai 3 plus 2 plus 1, donc 6 hydrogène. Et j'ai un atome d'oxygène. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire 2 fois la masse de carbone dans mon tableau périodique, plus 6 fois la masse d'un hydrogène, plus 1 fois la masse d'un oxygène. Donc, quand vous faites ce type d'opération-là, il faut toujours faire les multiplications en premier, puis après ça, vous faites les additions. Donc, ça nous donne, ici, si on garde tous les chiffres là, qu'on vient d'utiliser, donc c'est des valeurs un petit peu plus précises que qu'est-ce que vous avez dans votre tableau périodique, mais c'est pas grave, ça fonctionne de la même façon. Ça nous donne donc un total de 46,068 grammes par mol. Toujours, il ne faut pas oublier d'utiliser les unités. Donc, les unités vont être très, très importantes lorsque vous écrivez votre réponse. Pour pas mal tout, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, c'est toujours des grammes divisés par des moles. Donc, soit vous l'écrivez gramme/mol pour dire gramme par mol, donc une division, ou vous me faites une division droite, gramme sur mol. Comme ça, les deux, ça équivaut à la même chose. Maintenant, vous avez un exercice que je voudrais que vous tentiez de résoudre. Ce que vous allez voir, c'est que le A et le B ne devraient pas vous causer trop de problèmes. Ça devrait généralement bien aller. Pour une grande majorité d'entre vous, le plus gros défi, c'est le C.
Fait que si vous avez de la difficulté avec le C, c'est pas très grave à ce niveau-ci. Je vais vous montrer comment faire, puis vous aurez à pratiquer un petit peu plus là, avec les exercices par la suite qui sont toujours disponibles. Donc vous avez un document qui est vraiment des exercices lorsque vous avez appris en théorie avec moi, vous êtes en mesure de faire ces exercices-là. Donc par exemple pour le module 1, chapitre 1, il y a un document d'exercice qui est en ligne sur la page Moodle. Et je vous conseille d'en faire pas mal tous les exercices. Mais évidemment, là, on n'a pas terminé le chapitre, mais on a quand même avancé dans le chapitre. Donc, vous pouvez commencer à faire les premiers numéros jusqu'à temps que vous arriviez à des sujets de discussion, des sujets d'exercice qui n'ont pas été encore traités dans le cours. Mais pour l'instant, avec le A et le B, vous êtes capable de le faire. Donc, on vous demande pour les oranges, c'est une excellente source de vitamine C. On vous demande de calculer la masse molaire moléculaire de la vitamine C, en sachant que sa formule chimique, c'est C6H8O6. Donc avec ça, vous allez être capable de calculer la masse molaire d'une vitamine C. On vous demande ensuite de nous dire combien il y a de moles de vitamine C dans 3 grammes de vitamine C. Et finalement, la dernière question, c'est il y a combien d'atomes de carbone dans 2,75 moles de vitamine C? Alors, je vous recommande de mettre le tout à pause. Tentez de faire l'exercice au moins le A et le B. Tentez un petit peu le C si vous êtes capable, si vous sentez d'attaque. Puis lorsque vous êtes prêt à voir la réponse, vous pouvez continuer la vidéo. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon développement, comment j'arrive aux différentes réponses. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est pour vous la méthode que j'ai utilisée. Donc, pour l'exercice suivant, je vais juste zoomer un petit peu. Vous pouvez bien voir. Donc, pour le A, calculer la masse molaire du C6H8O6, donc 6 carbone, 8 hydrogène, 6 oxygène. Donc, j'ai fait 6 fois la masse molaire du carbone, donc 12,01, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est de 1,01, plus 6 fois la masse de la masse d'un oxygène, soit 16,00 grammes par mol. Donc, on fait les multiplications, puis on additionne le tout, ça nous donne 176,14. Et on n'oublie pas que c'est des grammes par mol. Donc, dès qu'on parle de masse molaire, c'est la masse pour une mol. Donc, ça, c'est la masse, une mol. Ici, on n'écrit pas le 1, parce que par défaut, si on n'écrit pas le chiffre, c'est 1. Donc, on divise par une mol. Okay? Donc, c'est la masse 176,14 de 1 mol. Pour la vitamine C ici. Pour pouvoir répondre au B, il fallait répondre à la réponse. Fallait la réponse du A, parce que vous avez besoin de la masse molaire de vitamine C pour pouvoir faire le calcul de B. Donc, on vous dit que vous avez 3 grammes. Il y a 2 méthodes pour pouvoir résoudre ça. La première méthode, c'est sûrement quelque chose que vous êtes plus habitué, c'est d'utiliser les produits croisés ou ce qu'on appelle aussi la règle de 3. Donc, cette méthode-là, c'est de se dire, ben, si 176,14 grammes, c'est une mol, donc j'aurais pu inverser ici les deux côtés là, de la flèche, ben, à ce moment-là, moi, quand j'ai 3 grammes, évidemment, vous devez mettre le tout du même côté de la flèche. J'ai combien de mol? Donc, je cherche cette quantité-là. Donc, quand je cherche quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le 3 grammes. Donc, je dois prendre toujours qu'est-ce qui est de ce côté-ci. Et là, si vous me mettez juste ça à l'examen, puis vous me donnez la réponse par la suite, sans me montrer ce que vous avez fait, c'est pas bon. OK? Donc ça, c'est juste pour vous situer, savoir, OK, qu'est-ce que je dois mettre dans mon équation par la suite? Qu'est-ce qui est multiplié par quoi, divisé par quoi? OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ce qui est de l'autre côté de qu'est-ce qu'on cherche. On va le multiplier par ce qui est en diagonale. Donc, je vais faire 3 grammes fois 1 mol
divisé par ce qui est du même côté, donc qui est égal à 1 mol, donc ici 176,14. Donc je fais toujours divisé par ce qui est en diagonale, plutôt multiplié par ce qui est en diagonale, excusez-moi, et divisé par l'autre valeur. Donc ici, ça me donne. Et ça, je veux voir. Je veux voir votre multiplication, division. Je veux voir ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc, c'est 3 grammes multiplié par 1 mol divisé par 176,14. Je veux voir vos unités. OK? Parce que, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que facilement, le nombre de grammes divisé par des grammes, ça s'annule. Okay? Donc, gramme divisé par gramme, ça annule le nombre de grammes. Il reste juste le mot mol, donc ma réponse va être en mol. Donc, comme ça, on peut facilement voir qu'est-ce qui va me rester. Donc, ici, je fais 3 fois 1. Évidemment, fois 1, ça ne change rien. Donc, au final, je fais 3 divisé par 176,14. Ça me donne 0,0170 mol. Je vais reparler plus tard pourquoi je suis arrêté à 170, puis je ne vais pas continuer avec d'autres chiffres par la suite. Ça, c'est à cause des chiffres significatifs. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail dans probablement la prochaine capsule. Mais sinon, en principe, vous avez commencé à voir le tout avec les exercices complémentaires des valeurs numériques que vous devriez avoir commencé au première séance de laboratoire là, de la première semaine. La deuxième façon de faire, donc, parce que cette méthode-là est très utile, les produits croisés, vous êtes peut-être un petit peu plus habitués. La deuxième méthode, c'est qu'il existe une équation mathématique pour résoudre ce genre de problème-là. Dès qu'on vous demande c'est quoi le nombre de moles d'une masse, et que vous connaissez la masse molaire, c'est toujours la même chose. L'équation, c'est le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc, N est égal à petit m divisé par 2 grand M, donc masse molaire. Donc ici, N, c'est le nombre de moles. Le petit m, c'est la masse qu'on utilise en grammes. C'est important que ça soit toujours en grammes, parce que la masse molaire, c'est toujours en grammes par mol. Donc, je veux avoir les mêmes unités dans mes deux ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer le petit m par qu'est-ce que c'est quoi ma masse dans mon numéro? C'est 3 grammes. C'est quoi ma masse molaire? Mais c'est ce que j'ai calculé en A, 176,14 grammes par mol. Donc, encore une fois, je vois que grammes et grammes s'annulent. Il me reste que des moles. Puis, quand j'ai une division d'une division, ça revient en haut. Donc, il va y avoir des moles et non pas des 1 sur mol. Okay? Ça va être carrément en mol. Donc, tout dépendamment de ce que vous préférez comme méthode, j'ai pas de problème, mais je veux voir les multiplications, je veux voir les divisions. Je veux pas juste voir le produit croisé laissé comme ça. Ensuite, pour le C. Donc, le C, c'est un petit peu la portion qui est un petit peu plus difficile de ce problème-là, de cet exercice-là. Ce que vous avez, c'est qu'on vous demande il y a combien d'atomes de carbone dans 2,75 mol de vitamine C. Donc, la première chose, c'est de se débarrasser du mot mol. Parce qu'on veut une quantité comme exacte de quelque chose. On parle d'atomes de carbone, mais avant de démêler tout ça, il va falloir que j'utilise le mol de vitamine C. Je ne peux pas passer de mol de vitamine C à atome de carbone directement. Il va falloir que je fasse 2 étapes. Première étape, c'est que je vais me débarrasser du nombre de moles, okay, du mot mol. Fait que pour faire ça, je vais faire comme si c'était des douzaines. Okay? Donc, si on me dit j'ai 2,75 douzaines de vitamine C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2,75 fois 12. Parce que douzaine, ça veut dire 12 de cette chose-là. Quand j'ai 2,75 mol, ça veut dire que j'ai 2,75 fois le chiffre que représente une mol, soit le nombre d'Avogadro. Donc, le Na, c'est le nombre d'Avogadro. Puis, le nombre d'Avogadro, c'est 6,022137 fois 10 à la 23. Et là, ici, je parle de molécules dans une mole. Okay, parce que je parle de nombre de molécules dans 2,75 mol. Donc, quand je vais multiplier 2,75 fois 6,022 fois 10 à la 23, je vais avoir mon nombre de molécules.
Okay, parce que là, on parle de... On nous avait dit dans le problème 2,75 mol de vitamine C. Donc, c'est 2,75 mol de vitamine C. Donc, c'est pour ça qu'il reste des molécules de vitamine C. Et donc ici, molécules de vitamine C, si vous voulez le détail. Mais ça, c'est pas la réponse de la question, parce que la question me demande le nombre de carbone. Donc là, ce que je sais, c'est que j'ai ce nombre-là, un nombre très gros, de molécules de vitamine C. Mais, quand on regarde la vitamine C, on sait que c'est du C6H8O6. Donc, dans une molécule de vitamine C, il y a au fond 6 carbones. Parce que c'est C6. Il y a 6 carbones. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une molécule de vitamine C, c'est 6 carbones. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux écrire un produit croisé. Okay? Donc, si vous regardez, ici, c'est un produit croisé comme on a fait un petit peu plus haut. Ben, vous avez, au fond, une molécule, c'est 6 atomes de carbone. Ben, si j'ai 1,66 fois 10 à la 24 molécules, c'est combien d'atomes de carbone? Donc, comme tantôt, ben, je sais que c'est ça que je cherche, fait que je vais prendre ce qui est de l'autre côté, je vais multiplier par ce qui est en diagonale, puis diviser par ce qui est au-dessus. Donc ici, ça me donne 1,66 fois 10 à la 24 molécules, fois 6 atomes, divisé par une molécule. Évidemment, divisé par 1, ça donne pas grand-chose. Fait qu'en principe, on pourrait pratiquement l'enlever. On pourrait juste dire 1,66 fois 10 à la 24 fois 6 atomes, ça me donne 9,94 fois 10 à la 24 atomes de carbone. Donc, ce qui était le plus difficile, c'est que, en plus de devoir enlever le mot mol en multipliant par le nombre d'Avogadro, vous deviez aussi considérer que on ne doit pas s'arrêter là parce que ce que ça nous donne, c'est le nombre de molécules et non pas le nombre d'atomes de carbone. Donc, il fallait figurer, il fallait multiplier par le nombre d'atomes dans une molécule. Donc, si jamais vous rencontrez un exercice comme ça, vous devriez le résoudre de la même façon. Si jamais vous avez des questions sur les exercices que je vous présente, parce que c'est pas clair encore, je vous invite fortement à venir me voir, que ce soit dans la période que je vais réserver pour vous d'encadrement, soit la période qui est la deuxième période du mardi, donc c'est de 8h55 à 9h45, ou encore de venir poser vos questions directement par courriel ou encore sur le clavardage de Teams. Je vous invite à le faire. Donc, ça, c'est pour l'exercice 3. Je vais parler un petit peu de ce qui suit. Donc, un petit peu les quelques petites choses qu'on a vues dans ces exercices-là, justement, qu'on a utilisés, soit, par exemple, les mesures. On a parlé de grammes, on a aussi commencé à parler de mol. Ben, le système international pour la prise de mesure a établi qu'en 1960, on voulait avoir une façon que les scientifiques aient tous les mêmes unités de mesure. Okay? Donc, fonctionnent avec pas mal toutes les mêmes unités de mesure sur leurs instruments. Donc, ça va être plus facile de pouvoir discuter ensemble. Ça, c'est sûr que ça fait une grosse différence sur qu'on utilisait précédemment. Par exemple, lorsque vous allez à l'épicerie, vous allez parler de livres pour des poids, ou encore vous allez parler de calories. Mais ça, c'est des unités qui ne sont pas approuvées par le système international. C'est des unités qu'on utilisait précédemment, puis ils sont restés. Hein, quand on parle de notre mesure, on parle de « Ah, moi je suis 6 pieds, moi c'est 5 pieds 6 pouces, etc. » Donc, c'est sûr que on utilise encore des mesures qui ne sont pas du système international, sauf qu'en science, on veut se limiter au système international le plus possible, parce que c'est plus facile à traiter. Pourquoi? Ben, parce que lorsqu'on communique entre nous, on va toujours utiliser ces mêmes unités-là, puis ça simplifie plutôt que d'essayer toujours de faire des grosses conversions très compliquées. Donc, par exemple, la longueur, on va parler du mètre. L'unité, c'est un petit m. La masse, on va parler du kilogramme ou encore du gramme. Donc,
kilogramme, c'est kg. Donc, si on veut juste le gramme, ça serait le petit g. Pour le temps, on va parler de secondes. Donc, petit s. Pour le poids, on parle de newton. C'est pas quelque chose que vous allez voir, mais c'est la force à l'aide de la gravité. La température, si on va en parler un petit peu, c'est le Kelvin. C'est pas kg, ok? C'est une erreur ici. Ça devrait être grand K. Donc, si vous voulez, je vous invite à venir le changer. Donc, c'est un K majuscule. OK. C'est un petit peu difficile à écrire, fait que c'est un petit peu barbeau ici, mais j'espère que vous comprenez. C'est un grand K. La quantité de matière, c'est le mol. Donc, ça, on va l'avoir souvent. Donc, l'unité, c'est MOL en minuscule. Le courant électrique, c'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup. Le champ magnétique, non plus. Donc, ampère, Tesla. L'intensité lumineuse, non plus, Candela. La fréquence en Hertz. Ça, peut-être que vous avez déjà entendu parler, par exemple, surtout avec les ordinateurs, etc. On parle de Hertz, ou encore des télévisions pour leur fréquence de changer l'image. C'est des Hertz. La résistance électrique, le ohm. Et la pression, par contre, si on va l'utiliser, c'est facile à retenir, c'est mon nom, Pascal. Donc, c'est un grand P avec un petit A. Et souvent, on va utiliser les kilopascal. Donc, on va avoir le petit K devant pour kilo. Donc, ça, c'est une des choses que vous allez remarquer, c'est que les unités qui sont là sont souvent utilisées juste sans rien devant. Mais on a le droit d'ajouter, comme dans le cas de kilogramme, le kilo. Qu'est-ce que ça change? C'est que ça change la grandeur de l'unité. Donc, si j'utilise, par exemple, kilo, ça représente 1000 fois. Donc, 10 à la 3. Si je mets un grand M pour méga, c'est 10 à la 6. Si je mets giga, comme gigahertz, comme les ordinateurs, les processeurs fonctionnent en gigahertz, ben, 10 à la 9. Par contre, si je vais dans l'autre sens, je vais dans le petit, vous avez déci, pour par exemple décimal, 10 à la moins 1, ou les centi pour centimètre, 10 à la moins 2. Donc on divise par 10, par 100, par 1000, pour milli. Donc millimètre, c'est 1 millième de mètre. Donc c'est 1 mètre divisé par 1000. Un micro, c'est divisé par 10 à la 6, donc pour ça c'est 10 à la moins 6. Ensuite, nano, c'est 10 à la moins 9. Et pico, très très petit, 10 à la 12. Vous avez les unités ici pour micro, c'est un mu. Donc c'est une lettre grecque. Ce n'est pas un U, mais c'est une lettre qui est différente. Il y a donc un petit symbole guédille supplémentaire là, par rapport à un U. Lorsque vous allez parler de ces unités-là, évidemment, les rapports est quand même assez simple pour la majorité, sauf lorsqu'on va parler des volumes. Le volume est un petit peu plus complexe, parce que en volume, on va parler de litres. Puis le litre, souvent, lorsqu'on prend les longueurs, les unités de longueur, pour calculer un volume, ben, on calcule en mètres. Mais le volume, on veut l'avoir en litres, par exemple. Mais qu'est-ce que ça représente? Mais si je prends un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm, donc 1 cm cube, 1 cm fois 1 cm fois 1 cm, ça devient 1 cm cube, ça représente 1 millilitre. Si je veux savoir ça représente quoi 1 litre, ben 1 litre c'est 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre, ou si vous préférez 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc 1 décimètre, c'est 10 cm. Donc si je prends 1 décimètre cube, ça représente 1 litre. Donc 1 millilitre, 1000 millilitres, c'est 1 litre. De cette manière-là, 1000 cm3, c'est 1 décimètre cube. Puis si on veut passer à 1 mètre cube, ben là, il faut encore plus multiplier parce que là, c'est pas juste
passer de décimètre à mètre parce qu'il y a le à la 3. Donc, c'est agrandi au cube, okay, ce ratio-là. Petit dernier sujet pour cette dernière capsule, c'est les chiffres significatifs. Donc, les chiffres significatifs, c'est quelque chose que vous allez voir fréquemment parce qu'on va les utiliser un petit peu partout dans le cours. Et donc, vous allez devoir vous habituer assez rapidement à l'utiliser, cette façon de fonctionner-là. Une des choses qui est importante, c'est de comprendre que le nombre de chiffres que vous voyez, ça vient souvent d'une mesure, d'un instrument. Donc, c'est lié à un instrument qui est limité par qu'est-ce qu'il peut nous donner comme précision. Ça veut dire que si vous regardez une balance, et la balance, elle arrête à un certain chiffre après la virgule, ben, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a d'autres chiffres par après puis les connaître. Parce que ça ne les affiche pas, par exemple. Alors, si ça affiche à virgule 00, je ne peux pas dire, ben, je peux lire jusqu'à 0,0000. C'est pas possible. Donc, vous devez vous arrêter à l'endroit où l'appareil vous permet de voir des chiffres, par exemple, pour un instrument numérique. Ou encore un instrument qui est gradué, on va fonctionner un petit peu de la même façon. Donc, les chiffres qui sont utiles, c'est ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Donc, on ne doit pas dépasser ce qui nous permet de lire. Okay? Donc, par exemple, si vous avez un instrument qui vous permet de lire jusqu'à 2 chiffres après la virgule, donc il y a une incertitude. Donc, chaque appareil va avoir une incertitude différente. Donc, vous avez peut-être lu un petit peu là-dessus. Mettons que j'ai un appareil qui me permet d'avoir une incertitude de 0,02. Quand je vais prendre une mesure, je ne peux pas aller plus loin que le dernier chiffre dans mon incertitude. Ça veut dire que je ne peux pas aller à des valeurs de décimales qui sont dépassées cette valeur-là. Donc, si j'ai 2 décimales dans mon incertitude, je vais avoir 2 décimales dans ma valeur. Donc ici, si j'ai une valeur que je veux écrire à partir de cet instrument-là, que je prélève de l'instrument, je vais écrire 1,04. Je n'ai pas le droit d'écrire 1,0426. Plus ou moins 0,02. Je n'ai pas le droit de dépasser le nombre de décimales avec l'incertitude dans ma valeur. Donc, si vous voyez, le nombre de décimales, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, j'ai 1, 2, 2 chiffres, 2 décimales. Pas des chiffres significatifs, mais c'est des décimales. Okay, mon incertitude va toujours avoir un seul chiffre significatif. Pourquoi? Parce que les zéros avant le premier chiffre différent de 0 ne comptent pas. Les zéros après comptent comme des chiffres significatifs. Mais ici, dans mon incertitude, il y a un chiffre significatif, mais il y a 2 décimales. C'est des choses différentes. Donc, il va falloir vous habituer par contre à chiffre significatif et décimal, qui sont 2 termes différents. Donc ici, quand on va écrire une mesure, il faut vraiment se fier à l'incertitude, au nombre de décimales dans mon incertitude. Donc ici, le 0,02, ça représente l'incertitude sur ma mesure. Donc plus une mesure est précise, plus on va avoir de chiffres dans mon résultat. Donc on va avoir plus de chiffres significatifs. Donc si vous regardez ici, j'ai 1, 2, 3 chiffres significatifs dans ma valeur. Okay? Par contre, si mon instrument m'aurait permis d'avoir plus de décimales, mettons que j'aurais une incertitude de 0,0002, donc mettons 2 zéros de plus, puis que j'aurais pu vraiment avoir cette valeur-là précise, à ce moment-là, j'aurais eu 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Donc beaucoup plus précis comme lecture. Donc ça veut me dire que l'instrument qui est là, il me limite au chiffre 4. Parce que le 4, il n'est pas certain. Il n'est pas certain dans une mesure que il y a un jeu de plus ou moins 0,02. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma valeur, en réalité, avec l'instrument que j'ai,
je peux pas savoir si c'est vraiment 1,04 ou bien ça peut être 1,02 hein, si je retire. Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins. Donc, je peux retirer 0,02 à la valeur. Donc, c'est le plus petit que je peux aller, c'est 1,02. Ou ça peut aller à plus 0,02, donc 1,06. Donc, si par exemple, ici, c'était une balance qui me donne un nombre de grammes, ben, ma valeur, ma mesure, en réalité, c'est comme compris entre 1,02 et 1,06. Je ne peux pas être plus précis que ça avec cette balance-là si elle est limitée à une incertitude qui est donnée comme cela. Donc, généralement, les incertitudes vont être données ou encore, on va aller les chercher avec certaines règles que je vais vous parler un petit peu plus en détail dans les prochaines capsules, probablement, ou encore même aussi au laboratoire, on va en parler un petit peu plus. Donc là-dessus, je vais m'arrêter pour cette capsule-là. Elle est un petit peu plus longue que les autres. Je vais essayer de toujours rester autour de 30 à 40 minutes le plus possible parce que je sais que c'est vraiment le meilleur pour votre attention. Mais si vous avez de la difficulté, je vous conseille vraiment de communiquer avec moi pour qu'on regarde ça ensemble et de ne pas attendre trop. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut se rencontrer justement pour en parler de vive voix. Malheureusement, on ne peut pas se voir en personne, mais on peut se voir à distance à l'aide de logiciels comme Teams. Donc, je vous recommande fortement d'aller l'utiliser. Je sais que j'en parle beaucoup, mais j'espère que ça va bien fonctionner pour cette session avec vous. J'ai bien hâte de continuer et d'avoir de vos nouvelles. Merci et on se voit dans la prochaine capsule.